Alors, comment Paris est-elle devenue Paris? Comment un simple avant-poste romain a-t-il pu se transformer? Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un siècle de chaos total, une époque où la foi, la peur et une ambition démesurée ont forgé le destin de ce qui allait devenir une capitale mondiale. Pour commencer cette histoire, on va aller dans un endroit assez surprenant. La station de métro Louvre-Rivoli. Oui, le métro. Dans les années 60, il y a eu cette idée, un peu folle d'ailleurs, d'y installer des vitrines pour l'art, pour l'histoire. C'était une belle tentative, mais la véritable histoire de la naissance de Paris, elle n'est pas vraiment là. Non, la vraie histoire de Paris, on ne la trouve pas dans une vitrine. En fait, elle est juste là, sous nos pieds, enfouie sous des siècles et des siècles de bouleversements. Pour la déterrer, il faut qu'on remonte le temps, loin en arrière, jusqu'à une période absolument charnière, le 5e siècle. Et c'était une époque très agitée. Ok, plantons le décor. On est au début des années 400. L'Empire romain d'Occident est en train de s'effondrer, de se désintégrer complètement, et Paris, à l'époque, on l'appelle encore Lutèce. Eh bien, Lutèce, ce n'est qu'un petit avant-poste un peu perdu dans le nord. Son avenir, disons qu'il est plus qu'incertain. Le truc qu'il faut absolument saisir, c'est que le grand empire romain, celui qu'on croyait invincible, est maintenant coupé en deux. D'un côté, l'Ouest s'écroule, il est incapable de se défendre, et de l'autre, l'Est, qui est riche et puissant, eh bien il a d'autres chats à fouetter, il regarde ailleurs. Ce vide de pouvoir, c'est une aubaine pour de nouvelles forces comme les Francs. Et le plus ironique, c'est que ces mêmes Francs servaient déjà comme mercenaires dans l'armée romaine. Et quand il y a un vide de pouvoir, eh bien de nouvelles figures émergent pour le combler. Prenez l'évêque Marcel, c'est l'exemple parfait. La légende raconte qu'il a vaincu un dragon qui semait la terreur dans les marais de la Bièvre. Bon, en réalité, c'était sûrement un gros reptile, soyons clairs. Mais l'important, c'est le symbole. C'est le triomphe de la nouvelle foi chrétienne sur les vieilles peurs païennes. Sauf qu'un monstre bien plus réel, lui, et bien plus terrifiant, était en train d'arriver de l'Est. Et cette fois, la menace n'était pas juste de terroriser Paris, non, c'était de l'effacer. Carrément. De la rayer de la carte. Et tout part d'un geste, un geste complètement désespéré. Honoria, qui est la sœur de l'empereur romain, envoie sa bague à Attila, le fameux roi des Huns. Lui, il interprète ça comme une promesse de mariage. Ni une ni deux, il réclame la moitié de l'Empire, la Gaule, comme dot. Évidemment, Rome refuse. La réponse d'Attila, il déchaîne ses armées. Et sa cible, c'est la Gaule. Il doit donc passer par Paris. Alors là, imaginez la panique. La nouvelle de leur arrivée sème une terreur absolue. Les rumeurs qui précèdent les Huns sont effroyables. On dit que ce sont des monstres, qu'ils ont le visage balafré, qu'ils mangent de la viande crue. Bref, le chaos total. Les Parisiens sont persuadés que leur ville va être détruite. Ils commencent à tout emballer pour un exode massif. Mais voilà qu'au milieu de cette panique générale, une voix s'élève. C'est celle de Geneviève. C'est une jeune femme, elle a 28 ans, et elle dit non, pas question de fuir. Son arme, ce n'est pas une épée, c'est la foi. Sa stratégie, c'est la prière. Le destin de Paris va donc se jouer sur ce face-à-face improbable. D'un côté, on a Geneviève, une jeune femme d'une famille aisée qui a décidé de consacrer sa vie à la prière. Et de l'autre, Attila, le chef de guerre le plus craint, le plus redouté de son époque. L'affrontement de deux mondes. Les hommes de Paris n'y croient pas du tout. Ils sont méfiants, prêts à la traiter de fausse prophétesse, et là, l'impensable se produit. Attila, pour une raison qui reste un mystère absolu encore aujourd'hui, change de direction. Son armée immense contourne Paris, tout simplement. Elle épargne la ville. Pour tout le monde, c'est clair, c'est un miracle. Le miracle de Geneviève. Bon, Attila finira par être vaincu ailleurs. Mais la crise n'est pas terminée, loin de là. Un autre géant s'effondre. En 476, c'est la fin officielle de l'Empire romain d'Occident. Et Paris se retrouve seul, complètement isolé, vulnérable. Bref, la proie parfaite pour un nouveau prédateur. Et ce nouveau prédateur, c'est le roi des Francs, Childéric, le père du futur Clovis. Il a très bien compris la situation. Mais au lieu d'une attaque frontale, il va choisir une stratégie bien plus lente, et peut-être même plus cruelle, le blocus. Pendant 10 ans, 10 longues années, il va encercler la ville, couper toutes les routes et affamer la population, petit à petit. Et qui va se dresser face à ce nouveau désespoir? Geneviève, encore elle. La famine s'installe, la ville est à genoux. Elle monte alors une expédition de la dernière chance. Elle rassemble une petite flottille, 11 bateaux, et elle remonte la Seine, forçant les barrages ennemis à coups de hache. Et elle revient. Elle revient avec du blé. Une fois de plus, Geneviève vient de sauver Paris. Puis, en 481, Childéric meurt. Et c'est son fils qui prend le pouvoir. Il a à peine 16 ans, il s'appelle Clovis, et il est bien plus ambitieux que son père. Lui, il ne va pas se contenter d'assiéger Paris, il va la prendre, il va la conquérir.
Ce qui est incroyable avec Clovis, c'est sa vitesse d'exécution et sa vision stratégique. C'est un génie politique pour son âge. En quelques années seulement, il fait le ménage. Il balaye ce qui reste de l'autorité romaine, il unifie la Gaule, et le coup de génie, c'est qu'il se convertit au christianisme. Et puis, en 508, il prend la décision qui va absolument tout changer. Il déclare que Paris sera sa capitale. Et Clovis ne fait pas que prendre la ville, attention, il la transforme en un vrai centre de pouvoir. Il s'installe sur l'île de la Cité, dans l'ancien palais du gouverneur romain, et là il met en place toute une administration. On voit apparaître des postes comme le comte du palais, le maire du palais, ce sont tout simplement les fondations d'un nouveau royaume qui sont posées. Pensez-y, en moins d'une vie humaine, la transformation est totale. La petite ville gallo-romaine de Lutèce, celle qui était assiégée, affamée, oubliée, eh bien elle n'existe plus. À sa place se dresse maintenant Paris, la capitale du tout nouveau et puissant royaume des Francs. Et le destin va les réunir une toute dernière fois dans la mort. La Sainte et le Roi, qui sont vraiment les deux architectes de ce Paris nouveau, vont être enterrés tout près l'un de l'autre sur cette colline qui porte d'ailleurs toujours le nom de Geneviève. Leur héritage est là, gravé dans la pierre de la ville. Alors c'est vrai, l'église originelle de Clovis a été remplacée par le Panthéon, mais un fragment de cette histoire existe encore. On peut toujours voir le sarcophage de Geneviève. Les tombes du premier roi et de la sainte patronne de Paris ont peut-être été perdues, mais leur histoire, elle, est toujours là. Elle nous rappelle que sous le Paris d'aujourd'hui, sous le bitume et les grands monuments, il y a une autre histoire qui sommeille. Une histoire faite de foi, de courage, de batailles épiques. C'est cette histoire-là qui a donné naissance à une capitale. La prochaine fois qu'on se baladera dans Paris, on pourra peut-être penser à ces fondations invisibles, mais si puissantes.